Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Marie Moussin. Je coordonne l'espace transition La Suite à l'hôpital Necker depuis maintenant 6 ans. Je suis psychologue de formation et depuis 2 ans, on est maintenant deux à la coordination de l'espace. Donc, il y a ma collègue Marine Castillo également, voilà, qui elle a un profil plus animation et chargée de projets socioculturels. Voilà, donc deux profils différents, mais qui matchent bien. Donc la suite, donc c'est un espace transition pour les adolescents et jeunes adultes avec une maladie rare ou une maladie chronique qui se trouve à Necker. Donc le contexte, pourquoi ça a été pensé, on va reparler un peu de la transition. Donc il y a environ 8000 maladies rares qui existent, et sans compter du coup les maladies chroniques. Ça représente à peu près 3% des moins de 20 ans qui ont une affection longue durée. Et grâce au progrès de la médecine, 90% des enfants avec une maladie rare ou chronique atteignent désormais l'âge adulte. Donc il y a vraiment la question de ce passage à l'âge adulte qui se posait moins avant. Donc bon, maintenant ça commence à faire longtemps qu'on parle de transition, mais ça reste quand même un sujet relativement récent. Et d'autant plus qu'il y a plein de problèmes à cet âge-là, parce que jusqu'à 60% des jeunes présentent des problèmes d'observance thérapeutique. Et enfin, suivant les pathologies, ça peut même monter encore plus. C'est une période un peu charnière, parce que du coup, c'est la période de l'adolescence, donc qui est déjà une période charnière pour, pour toute personne, et d'autant plus quand on ajoute la maladie à cela. Il y a une hausse des complications, il y a une hausse de la mortalité. Voilà, donc c'est vraiment une question de santé publique, parce qu'il y a des complications qui auraient pu être évitables. Donc, c'est vraiment essayer de s'occuper de cette problématique. Donc, la transition, pour un rappel, c'est vraiment un processus. C'est s'étale dans le temps. Mais pas, c'est différent du transfert médical. Le transfert médical, c'est vraiment le moment, la petite période quand vraiment le pédiatre transfère le dossier en secteur adulte, où on passe vraiment de l'un à l'autre. Alors que la transition, ça commence bien avant ce passage et ça se termine bien après ce passage également. C'est pas une fois que c'est passé chez l'adulte, c'est bon, c'est fait. Non, ça c'est vraiment un processus un peu long et qui ne prend pas du coup que le médical en compte. C'est vraiment tout un ensemble de choses. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement en fait, de l'adolescence à l'âge adulte et au milieu il y a ce transfert médical. Voilà. Donc pourquoi à l'hôpital Necker? Donc l'hôpital Necker, il y a plusieurs filières de santé maladies rares, de centres de référence maladies rares. Voilà, il y a environ 4000 maladies rares prises en charge et ça représente environ 4000 jeunes de 13 à 25 ans qui viennent chaque année pour leur suivi. Alors ça, c'était les chiffres quand ils ont pensé le projet en 2014. Donc je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je pense que on en est toujours à peu près dans ces chiffres-là. Donc ça représente potentiellement beaucoup de jeunes qui sont dans cette tranche d'âge et dans cette période de transition. Donc c'est pour ça que en 2014, ils ont les médecins. Enfin, c'est un projet qui a vraiment été construit, co-construit avec plusieurs médecins, enfin plusieurs équipes de l'hôpital. Ça a été pensé avec des patients aussi qui étaient dans le groupe de travail pour essayer vraiment de construire quelque chose qui puisse parler au plus de patients possible. Donc c'était vraiment quelles sont les questions communes aux jeunes malades chroniques. Voilà, donc du coup, ils ont trouvé 7 axes. Donc la question de l'autonomie dans ses soins, l'autonomie dans ses traitements, mais l'autonomie dans sa prise de rendez-vous, sur comment, voilà, pour pouvoir gérer toute cette maladie après. La question de sexualité, transmission, hérédité. Les questions voilà, c'est des questions qui se posaient moins avant parce que malheureusement beaucoup de jeunes décédés, mais aujourd'hui c'est une question qui se pose parce qu'on en a plusieurs maintenant qui deviennent à leur tour parents. L'insertion scolaire et socio-professionnelle, bien sûr, pareil. Maintenant, il y en a plein c'est un gros sujet d'ailleurs, l'insertion scolaire et socio-professionnelle, car on a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui ne trouvent pas d'alternance, qui ne trouvent pas de stage, qui ne trouvent pas d'études. C'est très compliqué. Jusqu'au lycée, ça va de mieux en mieux, mais après, c'est compliqué. Après, il y a l'image corporelle, le corps altéré, parce que souvent, c'est des corps qui ont été abîmés ou qui ont souffert avec les soins, avec les traitements. Donc, c'est un peu l'idée de se réapproprier son corps aussi.
ou autrement, pouvoir le retoucher autrement. Donc l'observance des traitements, on en a parlé un peu parce que c'est un gros sujet. L'information au secteur adulte, on a quand même plein de jeunes et de parents qui sont inquiets de comment ça va se passer chez les adultes. Et rencontre des pairs, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont très isolés socialement du fait de la maladie. Voilà, donc la suite. Donc nous, on essaye d'apporter une aide et un soutien au cours du processus de transition, donc aux jeunes patients, donc c'est vraiment notre cible principale, mais également à leurs parents et aux soignants, parce que vraiment ça fonctionne, ça peut pas fonctionner, ça fonctionne avec cette triade, voilà, on peut pas exclure les parents du processus de transition, parce que même si on tend vers l'autonomie, les parents font partie intégrante du processus, on ne peut pas les mettre de côté. Et les soignants, parce que encore aujourd'hui, certains soignants sont mal informés, mal formés, et, et la transition se passe, et le transfert se passe encore pas toujours très bien. Voilà, donc on avait essayé d'apporter des solutions aussi à travers des outils numériques, parce qu'il y a beaucoup de patients de Necker qui n'habitent pas à Paris et en Ile-de-France. Donc on est conscient que ce qu'on propose, c'est assez limité. Donc voilà, c'était pour ça qu'il y avait l'idée du site internet et de l'application mobile. Alors malheureusement, ils sont en maintenance pour l'instant, ils ne sont plus accessibles. Mais il y avait des petites vidéos sur le site internet qui sont toujours possibles de voir sur le YouTube de l'hôpital Necker. Donc ils sont toujours dessus. Et sinon, on essaye d'être actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pour l'instant, c'est plutôt de l'information sur ce qui se passe dans l'espace. On essaie de mettre des petits témoignages de patients, de professionnels. Voilà, mais on aimerait essayer de mettre un peu plus d'informations aussi dessus. Mais voilà, donc c'est la suite Necker et on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. On essaye, mais bon, on n'est plus très jeune, donc ça, on a un peu de mal, mais voilà. Et donc on a l'espace dans lequel on travaille tous les jours, qui existe depuis 2016, donc bientôt 10 ans que ça a ouvert. Donc qu'est-ce qu'on fait dans les locaux? Donc des consultations individuelles, donc je les détaillerai après, mais voilà, pour apprendre à prendre soin de soi, de son corps, et construire un projet d'avenir. Des ateliers collectifs autour de différentes thématiques, je reviendrai sur un plus précisément après. Des consultations communes de transfert, donc ça c'est les médecins et les équipes médicales qui peuvent venir les faire ici, donc c'est quand le médecin pédiatre et le médecin d'adulte rencontrent le jeune en même temps, voilà, pour faire une passation du dossier. Donc ça c'est à la demande des équipes, ils peuvent venir, parce qu'on a des box, donc ils peuvent venir faire ces journées-là ici. Et on a des journées d'éducation thérapeutique, donc là pareil, c'est les services qui organisent avec l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Et quand ça concerne les adolescents, ils peuvent venir dans nos locaux, et si besoin, nous on peut prêter certains de nos intervenants pour ces journées. Donc plus précisément, on fait de l'activité physique adaptée, voilà, avec une prof de sport qui est déjà sur Necker, c'est une professionnelle de l'hôpital. On a de l'art-thérapie, donc qui va faire à travers l'art plastique. On a une conseillère en images, donc c'est un peu Christina Cordula, qu'est-ce qui va bien, comment se mettre en valeur, qu'est-ce qui va bien comme couleur, comme forme, comme style, et qui est aussi socio-coiffeuse. Donc elle peut aussi aider, accompagner les jeunes qui ont des problèmes capillaires, des jeunes qui ont subi des chimiothérapies, qui ont une perte de cheveux. Donc elle est aussi prothésiste capillaire, donc elle peut accompagner aussi dans la prothèse capillaire, mais voilà, elle peut faire aussi des petits massages pour stimuler le bulbe, pour la repousse du cheveu, enfin, voilà, plein de choses autour de l'image et du cheveu. On a des gynécologues qui viennent une fois par semaine pour recevoir les jeunes filles, parce que c'est une problématique aussi. Beaucoup de jeunes avec une maladie rare chronique ne trouvent pas de gynécologue en ville. Les gynécologues ne veulent pas les prendre. Donc nous, c'est le service de gynécologie de l'hôpital Necker qui nous prête les internes maintenant une demi-journée par semaine pour accueillir ces jeunes filles. On a de la musicothérapie également. Donc ça, c'est une stagiaire de Master 2, mais voilà, elle peut proposer à travers la musique pour s'exprimer autrement ou pour faire de l'écoute sonore et de la relaxation musicale. On a un psychologue de l'éducation nationale, lui pour réfléchir au projet d'avenir. Donc ça peut être vraiment réfléchir à son projet, qu'est-ce que je peux faire avec mes envies et mes capacités, ou ça peut être aussi de l'aide très concrète sur Parcoursup, faire un CV, enfin voilà, c'est
il peut se mettre en lien aussi du coup avec les académies, avec les missions locales. Enfin voilà, il essaie vraiment d'accompagner les jeunes jusqu'à l'aboutissement d'un projet. On a du shiatsu, donc c'est des points de pression, c'est des acupressions, donc c'est sur la médecine chinoise traditionnelle, donc ça fait comme des petits massages des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Ça se fait habiller et allonger sur un tapis. On a une socio-esthéticienne qui, elle, peut faire des massages, des soins de visage, donc elle aussi, c'est vraiment dans le rapport au corps, dans le toucher bienveillant. Euh, voilà, soins du visage, manucure, pédicure. Elle peut aussi donner des conseils maquillage. Par exemple, pour ceux qui voudraient cacher des cicatrices ou des choses, elle peut donner des conseils de maquillage correcteur. Enfin voilà, plein de choses. Et on a une styliste médicale qui, elle, peut adapter les vêtements à ceux qui ont une contrainte physique ou médicale. Donc, par exemple, ceux qui ont une poche de stomie, elle a des petites astuces pour pouvoir porter un jean. Elle rajoute des petits élastiques pour que ça soit plus souple. Ou ceux qui ont des cathéters, elle met une petite poche dans le t-shirt pour pouvoir glisser le cathéter. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces pour ceux qui ont des dispositifs médicaux pour pouvoir s'habiller comme ils ont envie de s'habiller, mais que ça soit quand même très pratique pour les soins ou pour le dispositif, voilà, ou pour ceux, je sais pas, qui sont fauteuil roulant, pour éviter que des vêtements se prennent dans les roues. Pareil, il y a des petites astuces, enfin, voilà. Et le but, c'est que les familles soient autonomes après. Donc elle montre, elle explique, soit qu'ils puissent coudre eux-mêmes, soit qu'ils puissent aller dans une retoucherie pour demander les retouches avec leur petite fiche. Et pour finir, on a de la méditation pour les parents. Donc voilà, bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose pour les parents, on n'a que ça, mais voilà, c'est pour qu'ils prennent aussi un temps pour eux. Donc ça peut se faire sur place ou en visio. Ça dure une demi-heure, quand même 20 minutes, 20-30 minutes. Voilà, pour prendre un temps pour soi. Et donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on aime, on aimerait développer plus de choses pour les parents. Donc, l'exemple d'atelier collectif, donc c'est Balance ton style. Donc, on installe comme une boutique de vêtements dans la suite. Il y a la conseillère en images qui est présente, la styliste également, un photographe qui est là pour immortaliser cette demi-journée. Et là, les jeunes, ils peuvent voilà, essayer, voilà, s'autoriser à choisir, à affirmer ses goûts. Et ils repartent avec tout ce qui leur va. Et on a également des couturières bénévoles qui sont présentes pour faire des retouches si nécessaire. Voilà, donc soit récupérer directement, soit si ça me demande plus de temps, il faut revenir chercher les vêtements. Mais voilà. Donc on fait cet atelier en partenariat avec l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Et ça marche plutôt bien. Et en parallèle, les parents sont invités à une séance de méditation et à visiter l'Institut Imagine, les plateformes de recherche. Voilà. Ensuite, donc dans les nouveautés de l'année, j'ai peut-être pas. Donc la styliste, je vous en ai déjà parlé. On a aussi essayé un jeu de rôle sur table. Donc c'est à mi-chemin entre le jeu de société et la stratégie. Donc, certains connaissent, c'est comme le jeu de Donjons et Dragons. Donc on incarne un personnage fantastique qui part dans une aventure. Et voilà, et le but c'est d'essayer d'améliorer des compétences à travers le jeu de rôle. Donc en incarnant un personnage, comment on peut développer certaines compétences, voilà, par exemple d'adaptation, de résolution de problèmes, voilà, de résilience. Enfin, on essaie d'imaginer tout ce qu'on veut, mais voilà, donc c'est en groupe, ils sont quatre et ils font plusieurs sessions de jeu. Ils font 4 sessions de jeu. Et voilà. Donc on a juste fait un essai pour l'instant, mais ça avait bien plu au premier groupe, donc on aimerait bien remettre ça en place. Donc la musicothérapie, j'en ai parlé également. Et on a également un podcast. Donc c'est parti d'une jeune qui est venue nous voir en disant que c'était super ce qu'on faisait, mais qu'elle était un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir trop eu l'occasion de parler à d'autres jeunes. Donc elle a l'idée de mettre en place ces podcasts. Donc pour l'instant, c'est qu'avec des jeunes majeurs. Mais ils parlent, ils sont 4 ou 5 et en fait ils discutent autour de thématiques de leur vie quotidienne. Donc le premier épisode c'était sur la vie sociale, il y en a eu un autre sur la vie scolaire, un autre sur l'autonomie. Là le prochain ça va sûrement être sur la vie affective. Et voilà, l'idée c'est d'échanger, de partager leur expérience. Voilà. Donc pour l'instant il n'est pas diffusé, on attend les autorisations pour le faire, mais déjà, enfin, les jeunes sont très contents de participer. Même pour l'instant, c'était pas diffusé, ils sont très contents de participer et de pouvoir échanger sur leur vie quotidienne. Voilà, donc dans nos projets, on est aussi en train de monter un ETP, un programme d'éducation thérapeutique sur la transition, donc justement sur toutes ces compétences psychosociales, toutes ces compétences
voilà, transversale à acquérir au moment de la transition. Donc il y a vraiment, on essaie de développer des ateliers pour les patients et les parents. Et on aimerait également développer pour la fratrie, mais pour l'instant, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais c'est la prochaine étape de ce programme. Donc on aimerait commencer les ateliers à la fin de l'année ou début de 2026. Voilà, ça avance doucement. Et on aimerait développer, comme j'ai dit, plus de choses pour les parents, pour vraiment les accompagner dans cette période. Après, on a aussi des idées, enfin des projets à destination plutôt des soignants aussi pour continuer à sensibiliser à la transition, donc de webinaires et voilà, et un colloque. Donc je vous ai mis un petit bilan pour vous rendre compte. Donc ça c'est la fréquentation. Donc par exemple en 2024, on a eu 441 patients uniques et qui ont fait 1325 activités. Donc ça c'est les activités individuelles. Voilà, donc 315 nouveaux patients. Et du coup, la différence, c'est de ceux qui étaient déjà venus des années précédentes. Donc voilà, donc c'est les 13-25 ans normalement. Donc on voit qu'on a quand même un peu plus jeunes. Voilà, on n'est pas. Quand il y a un besoin, de toute façon, on essaie d'y répondre au mieux, même si ça rentre pas exactement dans nos critères. Toutes nos activités peuvent se faire en chambre pour les jeunes hospitalisés. Parce que vraiment, voilà, j'ai pas précisé, mais c'est vraiment pour tous ceux suivis à Necker. Donc, ceux qui peuvent venir de chez eux peuvent venir directement à la suite et repartir chez eux. Ceux qui habitent loin, souvent, ils profitent d'une consultation d'un hôpital de jour, enfin, d'une raison de venir à Necker pour venir nous voir. Et pour ceux qui sont hospitalisés, soit tous nos intervenants peuvent venir en chambre, soit si ils peuvent sortir de leur chambre, nous, on peut venir les chercher, les ramener, comme ça les fait un peu sortir de leur chambre également. Pour ceux qui habitent très loin, il y a la possibilité aussi de faire certaines consultations par téléphone. Voilà, donc les services qui nous orientent des jeunes, donc on voit bien qu'il y a des services qui nous orientent beaucoup plus que d'autres, mais tous les services de Necker nous ont au moins orienté une fois un patient. La porte d'entrée, ça peut vraiment être tout, ça peut être les médecins, les éducatrices, les infirmières, les psychologues, vraiment tous les corps de métier qui peuvent orienter pour une activité précise ou juste pour venir voir à la suite. Donc ça peut être le jeune directement s'il a vu une affiche, un flyer, enfin vraiment tout est possible. Et une fois qu'ils viennent, ils peuvent, c'est tout sur rendez-vous, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent autant de fois qu'ils veulent. On les laisse le plus libre possible. Voilà. Et depuis, pour finir, donc la suite n'est pas le seul espace transition qui existe en France, mais on a tous un fonctionnement très différent. Donc là, je vous ai mis tous les espaces qui existent à ma connaissance. Donc on voit qu'il y en a certains qui sont en pédiatrie et d'autres qui sont en secteur adulte. Et il y en a qui sont dédiés, enfin qui sont ouverts à tout l'hôpital, pour toutes les pathologies, et d'autres qui sont dédiés vraiment à un service ou à un groupe de pathologies. Voilà, donc c'est le cas qu'on va beaucoup plus en service adulte que c'est spécialisé. Voilà, il y a Jump en neurologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc eux, c'est vraiment de l'hôpital de jour, c'est des infirmières qui coordonnent. Et à côté de ça, ils font des ateliers, ils font de l'art-thérapie, je sais plus ce qu'ils font, mais voilà, ils font aussi des ateliers comme ça. À Transcende, c'est en endocrinologie, c'est également à la Pitié-Salpêtrière. Eux, c'est vraiment le suivi de chaque patient. Ils leur font visiter les locaux, comment ça se passe, ils font un ETP. Et voilà, et ils font un bilan un peu de qu'est-ce qu'il faut et ils lâchent pas les jeunes, ils les rappellent pour qu'ils reviennent, pour qu'il n'y ait pas de perdu de vue, c'est vraiment leur objectif. À Raymond Poincaré, c'est vraiment un tout petit service, c'est une infirmière qui a fait des consultations conjointes et voilà, qui fait aussi un ETP pour les patients. À Strasbourg, c'est plutôt centré sur l'activité physique adaptée. Je ne les connais pas très bien, donc je ne pourrais pas trop vous en dire plus, mais voilà. Et à San Salvador, c'est pour les polyhandicapés. Et c'est juste un espace vraiment pour cette tranche d'âge des 15-25, je crois. Voilà. À Marina Picasso, à l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est ouvert à tous les jeunes jusqu'à 30 ans, je crois, qui arrivent à Pompidou. Et c'est un espace où ils peuvent accueillir de l'éducation thérapeutique également, mais aussi il y a pas mal de choses culturelles, parce que c'est collé à la médiathèque de l'hôpital, donc il y a pas mal d'activités culturelles qui s'y passent. Et en pédiatrie, du coup, on est plus sur du transversal et ouvert à toute pathologie, mais on fait quand même pas du tout la même chose.
Donc nous, on est vraiment plus sur tout ce qui fait, enfin, sur les problématiques de l'adolescence. Alors qu'à Advenir, ils font vraiment des consultations de médecine de l'adolescent c'est des médecins qui accueillent les jeunes et qui font un peu un bilan, un état des lieux de où ils en sont dans la transition. Et comme ça, ils font un compte rendu aux équipes pour leur dire sur quoi il faut encore travailler ou si le jeune il est prêt à passer en secteur adulte. Ils font aussi de la formation à destination des soignants, à destination des médecins d'adultes pour comment accueillir des adolescents, enfin des jeunes adultes en secteur adulte. L'escale, ils font un petit mix. Je crois qu'ils ont un médecin généraliste, une gynécologue. Ils font aussi des ateliers d'écriture. C'est beaucoup aussi axé sur les droits avec c'est une assistante sociale, la coordinatrice, donc des ateliers de droits sociaux. Voilà, le passage à Lyon, ils font pas mal d'activités physiques adaptées aussi. Et c'est un espace que les équipes peuvent prendre, s'approprier pour faire leurs consultations, pour faire leurs ETP. Voilà. Et l'appart à Marseille, c'est pareil, c'est les médecins qui peuvent faire leurs consultations pour les ados dans cet espace. Et il y a aussi voilà, un petit bilan qui est fait. Voilà, en gros. Donc, merci. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux.